Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver au compte de cette nouvelle édition d'information. Merci de nous avoir choisis. Bienvenue dans ce 20h. En attendant d'être situés sur le chronogramme des élections locales en Guinée, les partis politiques multiplient les rencontres avec la base. C'est le cas par exemple du PADES, Parti des démocrates pour l'espoir. Après Kankan et Sigiri, Dr Ousmane Kaba a mis le cap sur Mandiana, accueilli en pompe l'ancien allié du RPG Arc-en-Ciel, a communié avec les habitants de Koundia et de Kieron pour leur expliquer les ambitions du parti et ses méthodes d'amélioration de la situation socio-économique de la Guinée. Les explications avec Daouda Mohamed Kamara. Né il y a seulement moins d'un an, le Parti des démocrates pour l'espoir ne perd plus de temps pour conquérir l'affection de l'électorat de la Haute-Guinée. Cette région, considérée comme bastion du RPG Arc-en-Ciel, intéresse aussi le PADES de Dr Ousmane Kaba qui souhaite que le jeu démocratique s'efface avec la liberté pour les citoyens d'adhérer à leur parti de choix. La traduction politique de la liberté, c'est la démocratie. La traduction économique de la liberté, c'est le libéralisme. Les aspirations du peuple de Guinée à la démocratie sont légitimes. Nous voulons également qu'en Guinée, la démocratie soit vraie. Le peuple de Guinée doit avoir la liberté de choisir ses dirigeants. C'est pourquoi la démocratie se traduit par des élections régulières et par les alternances. Mandiana, aux richesses minières et agricoles, la zone peine encore à se développer malgré les grandes promesses du régime d'Alpha Condé, estiment les habitants de Kinyera et de Koundian. Et pour le président du PADES, son parti vient justement avec l'ambition de répondre à ses préoccupations. Il est important pour notre pays et pour les jeunes du PADES de participer au combat de la démocratie et de la liberté en Guinée. Mais nous avons créé le PADES surtout pour répondre aux défis économiques de la Guinée. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que le PADES a été créé pour lutter contre la pauvreté. Ce n'est pas un slogan, c'est une conviction. Le Parti des démocrates pour l'espoir PADES suscite-t-il vraiment de l'espoir pour les populations de la Haute-Guinée devant le RPG Arc-en-Ciel? Dr Ousmane Kaba reste certes confiant, mais seules les élections locales d'abord sauront éloquemment répondre à cette question. Le bloc libéral tarde toujours à reprendre ses activités au sein de l'opposition républicaine. Depuis quelque temps, le parti de Dr Fayamil Mono a suspendu sa participation aux différentes activités de cette plateforme de laquelle il se réclame. Quelles sont les raisons? Le vice-président du BL, chargé de la communication et des affaires, a tenu à apporter des éclairages sur plusieurs questions concernant sa formation politique. Les détails avec Saalou Yombouno. Invité de l'émission La Tribune de l'actualité plus de ce mardi, Talibeba a tenu d'abord à lever l'équivoque sur la position du bloc libéral sur l'échiquier politique en République de Guinée. Depuis la création de cette plateforme, le PL n'a pas quitté l'opposition républicaine. Seulement, à un moment donné, à cause des accords du 12 octobre 2016, nous avons suspendu de participer dans les activités de cette plateforme. Une suspension des activités qui perdure et pendant ce temps, des observateurs ne cessent de s'interroger quant à la reprise. Le vice-président du bloc libéral, chargé de la communication et des affaires extérieures, reste perplexe sur la date. La reprise de nos activités au sein de cette opposition républicaine n'est qu'une question de jour parce que nous, en tant que responsables, nous sommes appelés à clarifier notre position pour nos responsables, pour nos militants et pour nos sympathisants. Talibeba reconnaît pourtant que 2 lettres et des SMS ont été adressées au président du bloc libéral. La première pour la participation à la marche du 2 août 2017 qui n'a pas manqué de réponse. Nous avons répondu à cette première lettre tout en indiquant au chef de file de l'opposition républicaine que du fait que nous n'avions pas participé à la préparation de ce meeting en mars, et là quand même il y a une logique de nous excuser qu'on ne pouvait pas prendre part à ce meeting et à cette marche, je pense bien de la date du 2 octobre.
et pour la seconde qui appelle le parti de Dr Faya Milimono à reprendre les activités au sein de l'opposition républicaine. Le silence règne au sein du BL. Talibeba n'exclut pas la responsabilité du président du parti. À ce niveau, on ne peut pas exclure le président, le premier responsable du parti quand même. Il faut oser dire la vérité. Et celui qui reçoit, toutes les correspondances sont adressées à ce niveau. Le dernier SMS, c'est lui qui l'a reçu. Il n'y a pas eu une discussion ouverte en ce qui concerne cette dernière invitation par le biais des SMS qu'on nous a envoyé. Le bloc libéral tend-il vers une dislocation? En tout cas, le parti fait l'objet de plusieurs débats. Maintenant, le flou sur la position de certains de ses responsables. À quelques semaines de la rentrée des classes de l'année 2017-2018 en Guinée, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation rassure des dispositions pour une reprise normale. Selon Ibrahima Khalil Konaté, la date de l'ouverture reste maintenue pour le 15 septembre et annonce que les tenues scolaires subventionnées de l'État restent disponibles dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national. Le point avec Moussa Sifa Kamara. Si cette date a été considérée intenable pour certains, tel n'est pas le cas pour le ministre de tutelle. Pour Ibrahima Khalil Konaté, le 15 septembre est sans embâche. Selon Kao Kari, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour le respect de cette date. Le 15 septembre est réalisable. Pédagogiquement, on est prêt. Dans l'esprit des parents d'élèves et des enseignants, on est prêt. Cette date est tenable. Pour une rentrée réussie pour les apprenants, encadreurs et parents d'élèves, le président de la République vient de subventionner le prix des outils d'écoliers. Donc le métrage en kaki qui était 15 000 francs, ils peuvent les avoir dans les écoles déjà à 10 000 francs le mètre. Et le bleu et le blanc qui était à 14 000 francs, réduit à 9 000 francs le métrage. Et le carolé pour les tout petits enfants qui était valu à 7 000 francs est ramené à 4 000 francs. C'est un apport additionnel du président de la République pour soulager un peu la souffrance des parents d'élèves. Cependant, la rentrée administrative est prévue le 7 septembre à l'issue d'un atelier de concertation entre les acteurs de l'éducation qui se tiendra du 4 au 5 septembre 2017 à Kindia. La fête de Tabaski doit normalement se dérouler cette année le 1er septembre 2017. Une collaboration importante pour la communauté musulmane à travers le monde. À cette occasion donc, les fidèles font sacrifice de moutons qui signifie la soumission d'Abraham à Dieu. À Conakry, la capitale guinéenne, la hausse des prix et la rareté de la clientèle caractérisent les marchés de moutons à Dixine, tout comme à la tannerie dans la commune de Matoto. Notre reporter, Saloum Kondé a fait un tour. Suivez son reportage. À la tannerie, un quartier de la haute banlieue de Conakry, se trouve l'un des marchés de ruminants très fréquentés de la capitale. Et depuis 10 ans maintenant, Sayo Diakité vend des moutons à la veille de l'Aïd el-Kébir. Mais cette année, les clients ne se bousculent pas et le vendeur nous laisse entendre que les moutons coûtent très cher. Aujourd'hui, je n'ai pas revendu beaucoup, je revendu un peu. Parce que les moutons c'est cher, il n'y a pas de marche. Il y a 800, il y a 1 million, il y a 1,500 les gros, il y a 2 millions les Maliens. Tu sais, nous, à cette prix cher, à Mali, dédouanement, c'est trop cher. Mais à Dixine, un autre marché de bétail, certains vendeurs expliquent cette hausse du prix des moutons par la montée vertigineuse du coût de la devise et du transport. Bon, le mouton, on paye un mouton à Bamako, 80 000, 85 000, 90 000, 100 000, 70 000, tout. Maintenant, si tu as évalué ça, un mouton, ça va prendre 1 400 000, 1 450 000. Bon, maintenant, on dédouane 2 fois. Côté Mali, on dédouane. Côté Guinée, on dédouane, ça fait deux douanements à la fois, avec le transport des camions. Maintenant, c'est ça, le prix de Malien, ça arrive jusqu'à 1 500 000, 1 600 000. Mais il y a beaucoup de gens, ils croient que c'est nous qui va monter le prix en haut. C'est pas ça, c'est le frais. Un déplacement camion ici, c'est 7 millions. Bamako, Conakry. Une situation que plaignent les clients. Pour moi, c'est trop cher. Parce que les moutons qu'on a payés, vraiment, c'est trop cher. L'année passée, c'était 700 000. 600 000, mais cette année, il faut 1 500 000, 2 millions minimum de moutons. On a acheté ça à 1 500 000. Ça, 1 100 000,
et les autres 1 million, 1 million, 1 million. Ce n'est pas du tout abordable pour le moment. Peut-être les jours à venir, ils pourront revoir à la baisse, mais pour le moment, c'est un peu élevé. Quand même, c'est le plus grand marché pour le moment de la ville. Donc, je pense que si le prix est abordable ici, ça serait pareil dans les autres. Mais si d'abord ici, le prix est élevé, ce n'est pas la peine de penser dans les petits marchés. Parce qu'en principe, c'est ici qu'on trouve toutes les qualités et puis à tous les prix, quoi. Autre aspect constaté dans la plupart des marchés sillonnés, c'est la hausse du prix des herbes que ces ruminants broutent régulièrement. Une autre situation qui vient renforcer la cherté du marché des moutons et bœufs. Et la fête de Tabaski, c'est aussi les nouveaux habits dans les ateliers de couture. L'affluence est de mise, en tout cas, ceux visités par nos équipes de reportage. Fatou Kébé. Quelques jours nous séparent de la fête de Tabaski. L'atmosphère est remarquable dans certains ateliers de couture de la capitale. La clientèle est forte, d'après les tailleurs, hommes et femmes. Chacun prépare la fête selon ses moyens et ses goûts. Chez les clients, les avis sont partagés par rapport au coût de la mode. Cette année, il y a une légère augmentation. Bon, compte tenu aussi de la conjoncture du pays, donc il y a une légère augmentation. Et malgré que la vie est un peu chère maintenant à la main, le prix est quand même abordable pour moi. La fête de Tabaski, fête des moutons ou encore l'Eid el-Kébir est d'une grande importance aux yeux des musulmans. C'est pour cette raison qu'ils se battent pour porter de nouveaux habits, disent-ils. Peu importe l'emplacement du couturier, c'est la qualité de la main-d'œuvre qui est importante. Il sait vraiment coudre, car quand tu portes les habits qu'il coud, les gens veulent faire la même chose. Tailleurs et stylistes, personne ne se plaint de la baisse de la clientèle. Seul problème à leurs yeux, c'est la gestion des clients qui accusent du retard avant de déposer à leur niveau leurs habits à coudre. Il y a certains qui attendent juste à la dernière minute pour envoyer les habits. Bon, mais quand même, on arrive quand même à assumer nos rendez-vous. Mais vous savez, avec la fête, tout ne peut pas finir. Mais quand même, au maximum, on arrive même à terminer les habits que nous avons pris. Mais souvent, il y a des gens aussi qui viennent nous plaider de prendre leurs habits et tout ça là. Et parfois, c'est ça qui nous met dans la difficulté. Malgré la cherté de la vie dont se plaignent souvent des citoyens guinéens, ils préparent quand même la fête de Tabaski, fête de l'Aïd el-Kébir, de la manière la plus possible. Le talentueux journaliste de la radio-télévision guinéenne Ibrahima Silla Ibra a rejoint sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Cameroun. Peu avant les funérailles, parents, amis et collaborateurs ont rendu un hommage mérité à l'illustre disparu à travers un symposium à la RTG de Koloma. Ba Mamadou Alpha. Un homme humble, généreux, travailleur sont entre autres mots qui sont régulièrement revenus au cours de ce symposium. La perte tragique d'Ibrahima Silla Ibra affecte ses proches collaborateurs. Ils sont sous le choc pour Ibra. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. On veut l'information. Parce que tu savais informer. Tu étais ce professionnel aguerri, un baron du micro. Tu avais surtout une belle plume. Toutes les fois qu'il a eu des scoops, il a voulu les partager avec moi, mais parfois c'était juste pour me protéger. Ibra savait ce qu'il fallait me dire pour m'encourager et pour me motiver à la veille du journal de l'âme. Les cadres du ministère de la Communication et même ceux de la vie politique gardent des bons souvenirs du défunt et tous restent profondément affligés par cette mort. À travers son courage et son esprit de confraternité, M. Silla a toujours su animer, orienter et coordonner les activités des médias nationaux et étrangers partout où il se trouvait, dans un langage humoristique qui lui était propre. C'est une grande perte pour le peuple guinéen. C'est une grande perte pour la presse nationale. C'est une grande perte pour sa famille. Je voudrais donc encourager ces enfants, les dire ici qu'ils doivent être fiers de leur père. Après plusieurs témoignages pathétiques et parfois chargés d'émotions, le fils aîné de l'illustre disparu a donné un dernier au revoir à son défunt père.
et nous sommes tous mortels. Repose en paix, papa. Repose en paix, tonton Ibra. Repose en paix, Ibra. Repose en paix, Bré, comme tes sœurs le dirent. Et enfin, repose en paix, Boss. Ibrahima Silla Ibra s'en va à jamais en laissant derrière lui 2 veuves et 7 garçons. Journaliste certes, mais Ibrahima Silla Ibra a passé ces derniers jours toujours au service de la nation auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Pour ses collaborateurs et ceux des institutions partenaires, Ibra aura été un grand homme et bon compagnon. On écoute successivement Guy Yobou et Dr Fassine Yatara au micro de Bamamadou Alpha. Je voudrais apporter à la dépouille de M. Ibrahima Silla, avec la tristesse que cela implique, l'hommage d'un regret rendu à la coordination nationale de lutte contre Ebola, mais aussi à l'Agence nationale de sécurité sanitaire et à toute la presse guinéenne. Mon cher Ibra, je suis sans voix. Mais toi, Ibra, ta voix ne s'éteindra point. Elle résonnera et elle rayonnera désormais des cieux où tu reposes désormais dans le paradis céleste. Le système de santé paralysé en République démocratique de Congo depuis 3 mois. Les médecins sont en grève, des professionnels qui dénoncent leurs conditions de travail. Ils réclament également des augmentations de salaire et face à l'immersif des pouvoirs publics, les syndicats ont décidé de durcir le mouvement jusqu'à épargner. Les urgences ne fonctionnent plus dans la majorité des hôpitaux. Regardez. Une salle d'urgence désespérément vide. À l'hôpital général de Kinshasa, les médecins ont durci le ton. Ils ne soignent plus aucun malade, même les plus graves. Enfin, on vient décider, parce qu'on n'a pas pu le soigner, pas des gens qui sont en train de faire les grèves. Il y a des malades qui sont venus ici et ils sont morts parce qu'il y a la grève. Il y en a encore qui sont admis et ceux qui meurent, on les emmène à la morgue parce qu'ils ne sont pas traités. Des morts dans la bataille entre le gouvernement et le corps médical. En grève totale depuis ce week-end, ils refusent maintenant tout contact avec des patients. Abandonnés à leur sort, les malades cherchent à se faire soigner ailleurs. J'ai une hémorragie, je suis restée seule dans la salle d'internement. J'ai même payé pour les soins, mais j'ai quand même demandé un bon de sortie. Le syndicat Sinamed veut mettre le gouvernement devant ses responsabilités face à la détérioration de la condition des médecins qui ont perdu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat. Les coups de pouce émanent du gouvernement qui a voulu que les médecins partent en grève pour les motifs que je viens d'énumérer. Que les Congolais, les paisibles citoyens congolais meurent de leur maladie et que le médecin, à leur tour, meurt de faim et que leurs enfants ne soient pas scolarisés. C'est ça. Le mouvement pourrait durer jusqu'au 2 septembre et risque de faire encore des victimes. Et c'est un des pires ennemis de l'Afrique au Maroc, au Mali, au Rwanda, en Afrique du Sud. Les autorités ont déclaré la guerre aux sacs plastiques, un fléau pour l'environnement, un désastre pour les infrastructures, un danger pour la santé. Pour se protéger, le Kenya a décidé de frapper fort. Les sacs plastiques sont désormais interdits par la loi. Les contrevenants risquent jusqu'à 4 ans de prison. Suivez. Des sacs plastiques dans les champs, dans les rivières et même dans l'estomac du bétail. Pour lutter contre ce fléau, le Kenya se veut intransigeant et impose des sanctions drastiques. Des amendes pouvant aller jusqu'à 32 000 € et des peines de 4 ans de prison. Dans le viseur des pouvoirs publics, les fabricants, les vendeurs et les acheteurs. Des mesures strictes pour protéger l'environnement, mais également la santé des Kenyans. Le problème avec cette pollution, c'est que nous ingérons ces microparticules de plastique et c'est un danger pour notre santé. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'interdire les sacs plastiques, à commencer par ceux en polyéthylène. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, les supermarchés kenyans distribuent jusqu'à 100 millions de sachets en plastique chaque année. Après 10 ans de lutte des défenseurs de l'environnement, la mesure est entrée en vigueur ce lundi, mais ne fait pas l'unanimité. Je crains les effets de ces mesures parce que désormais, je ne sais pas ce que je vais vendre à mes clients. Ce sera une grosse perte pour mon entreprise. Je n'ai rien d'autre à vendre.
Je vais sans doute devoir licencier des gens car je ne pourrai pas les payer. Avec cette législation, le Kenya emboîte le pas à des dizaines d'autres pays africains. La Tunisie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont déjà interdit ou limité leur usage. Encouragé des alternatives comme ici, à Madagascar, où une entreprise fabrique des sachets biodégradables en fécule de manioc. Le Rwanda, un des pays pionniers en la matière, impose, comme le Kenya, des peines de prison. Une méthode qui semble fonctionner puisque Kigali serait la ville la plus propre d'Afrique selon l'ONU. Mais de la théorie à la pratique, les sacs plastiques errent toujours dans certains pays. Une question centrale en matière d'écologie et de pollution sur le continent africain. Et quelle sera la politique étrangère de la France d'Emmanuel Macron? 3 mois après son élection, le chef de l'État a présidé sa première conférence des ambassadeurs. Lutte contre le terrorisme, contre le trafic d'êtres humains, contre le réchauffement climatique. Le nouveau patron de l'Élysée compte bien faire entendre sa voix dans le Conseil des Nations. Regardez. C'était la première fois que le président français s'adressait à ses ambassadeurs. Près d'1h30 de discours de politique internationale axés autour de la sécurité, l'indépendance et l'influence de la France dans le monde. Un inventaire à la Prévert des problématiques auxquelles la diplomatie française est confrontée au quotidien. Et sans surprise, Emmanuel Macron a débuté par la lutte contre le terrorisme. La sécurité des Français est en effet la raison d'être de notre diplomatie. Cette exigence est profonde, elle est viscérale, et nous devons y répondre sans faiblir. Autre axe essentiel, la refondation de l'Europe pour qu'elle soit plus démocratique, mais capable aussi de répondre à la crise migratoire. Nous devons agir sans renier nos valeurs. Accueillir les migrants est un devoir humain. C'est une question de dignité et de fidélité à ce que nous sommes, à ce en quoi nous croyons. Insistant sur la distinction entre réfugiés politiques et migrants économiques, il a promis d'augmenter l'aide au développement, notamment en direction du continent africain, annonçant du même coup une visite prochaine à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'Afrique n'est pas seulement le continent des migrations et des crises, c'est un continent d'avenir. C'est aussi à ce titre que nous ne pouvons pas le laisser seul face à ces défis démographiques, climatiques, politiques. Enfin, Emmanuel Macron a rappelé la nécessaire défense des valeurs de la France, de la francophonie, des droits de l'homme, mais aussi de l'environnement, avec la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Je ferai tout pour préserver cet accord et assurer sa meilleure mise en œuvre possible. C'est le sens de l'initiative en réponse à la décision américaine. Il a ainsi national d'État pour le 2e anniversaire de la COP21 le 12 décembre afin de mobiliser les financements nécessaires à sa mise en œuvre. Pour finir, la Corée du Nord exerce son droit à l'autodéfense. Voilà comment l'ambassadeur nord-coréen à l'ONU justifie cette nouvelle provocation entière de missiles balistiques en plus. Sauf que cette fois, Tokyo parle de graves menaces. La Chine évoque un tournant. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir. Il faut dire que l'engin a survolé le nord du Japon. Suivez. Il était 6 heures ce matin au sud du Japon lorsque tout s'est arrêté. Par haut-parleur, les autorités de l'île d'Hokkaido demandent à la population de ne pas sortir. Même consigne énoncée inlassablement à la radio et à 6h13 exactement, un bulletin d'alerte s'affiche sur les smartphones dans tout le pays. C'est un missile nord-coréen comme celui-ci qui est passé pendant 2 minutes au-dessus du Japon. À 550 km d'altitude, il est tombé dans l'océan à plus de 1000 km au sud du pays. Et ce matin, à la gare de Sapporo, les transports étaient totalement désorganisés. J'avais prévu de prendre un avion ce matin. J'ai été un peu effrayée par le bruit provoqué par l'alerte. Si on demandait d'évacuer, je ne saurais pas où aller. Je suis un peu perdue. Inquiétude aussi dans ce centre de contrôle où chacun scrute l'évolution de la situation. Même si déjà en 2009, la Corée du Nord avait tiré un missile au-dessus du pays. Le Premier ministre japonais a tout de suite dénoncé le régime de Pyongyang. Le comportement inconséquent de la Corée du Nord est sans précédent, sérieux et constitue une grave menace pour notre nation.
Pour la Corée du Nord, le tir de missile est une riposte aux manœuvres militaires communes en Corée du Sud avec des forces américaines que Pyongyang dénonce depuis plusieurs jours. Ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait une nouvelle fois condamner la Corée du Nord qui poursuit sa course aux armements. Voilà comment s'achève cette grande édition de nos informations. Merci à tous ceux qui nous suivent et bonsoir chez vous.